retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10. Et bien, place maintenant à votre émission Focus. On va débriefer sur l'actualité locale. Mais effectivement, comme nous sommes jeudi, vous le savez, le jeudi, c'est anthropologie. Et donc, je reçois Nusere Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir, monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors, une date, ce 26 septembre 2019, qui est marquée aujourd'hui effectivement par le décès de Jacques Chirac, donc, qui était président pendant 11 ans de cet État français. Que pensez-vous de l'homme? Globalement, qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Globalement, je dirais que c'est un peu cette espèce de mouvance, je dirais, du bonbon empoisonné. Le bonbon empoisonné. C'est le bonbon empoisonné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer Chirac à Sarkozy, voilà. C'est-à-dire que là, on avait quelqu'un qui faisait ce qui n'était pas bien, mais avec l'art de le faire, je dirais, dans la diplomatie de la abracadabra et je t'embrouille. Pourquoi vous dites qu'il... Non, parce que c'est les grands discours humanistes, mais en attendant, on fait les essais atomiques dans le Pacifique, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Bon, c'est le grand discours du développement, mais on installe le franc Pacifique. Là-bas. Donc il y a le franc CFA, le franc Pacifique, bon, on organise la colonie, je dirais toujours avec la cellule privée de l'Élysée. Et il y a ce grand moment de vérité où il reconnaît que l'Europe a pillé ouvertement les richesses du continent africain. Et qu'il y a un moment, il va falloir, et lui-même le dit, rendre à l'Afrique ce que l'Europe lui a volé. Et on est en plein dedans, par exemple, avec tout ce qui concerne les pièces que nous avons dans les musées en Europe, où il va falloir restituer ces pièces. À un moment donné à l'Afrique. Alors l'argument, c'était de dire, jusqu'à présent, qu'il n'y avait pas de musée en Afrique. Maintenant, il y a des musées en Afrique. Beaucoup de pays se sont équipés. Moi-même, j'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de musées. L'Afrique n'a rien à envier aujourd'hui aux musées qui sont en Occident. Donc, il faut tout simplement rapatrier les pièces. Et on voit que beaucoup de pièces ont fait l'objet de vols et ont été à l'époque coloniale. Il n'y a pas de pièces justifiant le sceau d'autorisation du gouvernement de l'époque, autorisant la pièce à quitter son territoire. En tout cas, lui, il a parlé de ce pillage. On va y revenir plus amplement tout à l'heure. On va repasser ce document sur ces révélations qui ont été faites peu de temps, justement, avant qu'il fasse son AVC et qu'il commence à devenir un peu Alzheimer, pour le coup. On parlait de lui comme quelqu'un qui aimait les Antilles. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? C'est-à-dire qu'il y a la face, ce qui se passe sur la table et ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire qu'il donnait l'impression que ce qui avait de plus important, en tout cas, il n'y avait que ce qui se passait sur la table, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sous la table. Hein. On pense à l'affaire Elf et toutes ces affaires de détournement de fonds, de la mafia Afrique, de la France-Afrique, des choses qui sont généralement pas belles à raconter et que tous les journalistes français fuient chaque fois qu'il faut aborder le fond des choses. Mais toujours est-il qu'il y avait une différence, en tout cas nette, entre Chirac et Sarkozy. Parce que Sarkozy arrivait, on avait l'impression qu'il arrive avec la mitraillette, il tire sur tout le monde, et il a créé des crispations qui n'existaient pas, je dirais, à un tel niveau à l'époque de Chirac. Et c'est là où on voit quand même que, en une présidence, la notion de relation à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur d'un État, ça peut être modifié, mais très rapidement, en fonction de la personnalité et des déclarations que va faire le chef d'État. Et donc c'est pour cette raison, je dirais que Chirac a été, je dirais, dans une période un peu le grand-papa qui parle à ses enfants. Vous voyez, le côté peut-être aussi infantilisant à outrance. Et c'était ça qui était un petit peu dangereux, vous voyez. Et c'est pour ça que tous ces gens qui avaient autour de lui, je pense à De Villepin. De Villepin, c'est quelqu'un, je dirais, très méticuleux. Parce que quand on regarde des analyses de Villepin, c'est ménageant le chou pour frapper avec le marteau. Et c'est vrai que cette tendance-là, on la retrouvait aussi chez Chirac. C'est-à-dire, on fait semblant d'être gentil, mais dans le fond, on vient avec des intentions précises et des objectifs à atteindre, coûte que coûte. Vous voyez? Et ça, c'est important de le souligner. Bon dans le discours, mais beaucoup moins dans les actes. C'est-à-dire que, je dirais, c'est... vous savez, on a vu les relations avec le Gabon, hein, le pays pétrolier par excellence, les tensions qu'il y a eu avec le chef d'État, toutes ces choses-là, c'était aussi l'époque Chirac. Vous voyez, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que ça n'a pas fait avancer, en tout cas, les relations Nord-Sud dans le bon sens. Hein, puisqu'on a cultivé tout ce qui avait été fait, c'est l'époque de Focard, toutes ces choses-là, ça a été cultivé aussi à cette époque-là. Maintenant, c'est vrai que vis-à-vis de la relation que les Antilles avaient
avec Jacques Chirac, il y avait cette impression, cette fausse impression d'avoir un peu cet ami qui fait semblant de comprendre, mais qui derrière organise les choses, c'est le chlordécone, c'est toute une série de choses où on va organiser les intérêts de son petit réseau contre les intérêts généraux de la population. Et c'est vrai que ça, on ne peut pas l'oublier, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses inacceptables sous le mandat de Jacques Chirac. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Alors, il y a eu ces déclarations, justement, choc sur le pillage de l'Afrique. Pour beaucoup, effectivement, c'est une évidence. Je pense que pour l'Européen et pour le Français, c'est un peu plus difficile à admettre. En tout cas, Jacques Chirac l'a lui-même reconnu. On regarde ce document. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Alors, est-ce que nous sommes à l'heure des convulsions dont il parle, puisque restitution, il n'y a toujours pas eu. Donc, est-ce que nous sommes à l'heure, justement, des convulsions? Moi, je pense qu'avec ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo, ce qui s'est passé aussi avec Kadhafi, on a dépassé le stade des convulsions. On est arrivé quand même dans du grand n'importe quoi, parce qu'il y a de l'ingérence. Ça, c'est clair qu'il y a de l'ingérence. Et cette ingérence-là, elle se fait au grand jour maintenant, je dirais. À une certaine époque, on essayait un peu de masquer, mais on a vu arriver des choses qui sont de l'ordre totalement inacceptable. Bon. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est la jeunesse africaine qui s'empare de ces problématiques. Et c'est ça qu'il y a de nouveau. Jusque-là, c'était les adultes, c'était les gens qui étaient dans les mouvances de réflexion politique, les partisans, qui étaient, je dirais, sur ces thématiques de réflexion. Maintenant, on voit que toute la jeunesse, partout à travers le monde, dans la diaspora aussi, s'est emparée des questions, du problème du franc CFA notamment, et beaucoup d'autres problèmes qui sont des problèmes qui empêchent véritablement à l'Afrique de prendre sa vraie place dans le concert des nations. Et ça, je dirais, c'est un vrai plus, et c'est quelque chose qui nous permettra de faire un grand pas en avant vers de meilleures relations Nord-Sud. Est-ce que vous pensez que finalement, un jour, la France décolonisera l'Afrique pour de bon, ou que l'Afrique se décolonisera elle-même? Non, je pense que c'est à l'Afrique de se décoloniser. Mais il faut déjà décoloniser les cerveaux avant d'avoir une décolonisation dans les faits. Parce que si les cerveaux sont colonisés, la décolonisation matérielle est impossible. Et c'est là où se joue véritablement l'enjeu de la décolonisation, c'est la décolonisation des cerveaux. Et c'est là où on voit avec les problèmes de la religion chrétienne qui s'installe partout, je dirais une espèce de vision dans laquelle on croit que la solution économique occidentale est la meilleure des solutions, alors qu'on voit bien que la Chine a tourné le dos aux solutions occidentales pour bâtir son modèle économique. Et le modèle économique chinois, on s'en l'a amené aujourd'hui. Donc il y a toutes ces réflexions-là qu'on doit mener d'une façon générale et penser toujours à se désarrimer du modèle qui veut s'imposer comme un modèle universel alors qu'il est un modèle qui va avantager les intérêts de certains petits groupes qui sont les groupes généralement du CAC 40. Ça, on le sait, c'est pas... c'est pas tout à fait nouveau. Voilà. Alors justement, on travaille depuis quelques années maintenant à pouvoir rétablir certaines vérités, notamment sur qui a civilisé qui dans l'histoire de l'humanité. Et il y a des propos justement des républicains qui vous ont choqué ces derniers jours. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de façon totalement digne de la mythomanie d'analyser l'histoire du Sud en général. C'est-à-dire que la dernière déclaration que je voulais vous faire écouter, c'est celle du président du groupe Les Républicains, Jean Leonetti, qui a fait une déclaration assez surprenante, bon, digne de Fillon aussi, puisqu'il avait fait aussi une déclaration à son époque. Et on se rend compte que la problématique de la perspective historique, réelle, ce que j'appelle de l'histoire universelle, est prise d'assaut par des gens qui font preuve d'une vraie pathologie qui s'appelle la mythomanie. Alors je voulais justement d'abord faire écouter la déclaration de Jean Leonetti, qui est totalement surprenante parce qu'il y a aussi une chose, qui est la contestation d'un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que normalement, quand on a reconnu un événement d'histoire comme étant un crime contre l'humanité, il ne peut pas y avoir
de contestation, qui plus est, d'un responsable politique. Mais est-ce qu'on... Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est une reconnaissance vraiment entre guillemets. Mais c'est totalement ça. Ça montre que, en réalité, c'est du jeu de jambes, comme on dit. Mais qu'on n'est pas du tout dans les faits, non seulement du respect de l'esprit de la loi, mais du respect de la loi elle-même. Puisque n'importe qui, finalement, peut venir raconter n'importe quoi. Voyez, et je pense que, comme la LDNA, on l'a vu, a décidé de porter plainte contre ces propos. Moi, je pense que c'est important d'écouter les propos pour voir un peu, je dirais, le caractère mais totalement outrancier de ces propos à l'heure où nous sommes, parce qu'on a fait des fouilles archéologiques, on a beaucoup de documents. D'ailleurs, je suis venu avec un certain nombre de documents pour vous montrer un peu les faits. Voyez ? Donc, prenons d'abord le temps d'écouter cette déclaration, parce qu'elle est assez surprenante. Je ne pense pas que la France... Relisez ce que dit Jules Ferry à l'époque. La France, quand elle envahit le monde, et il ne faut pas s'en excuser, c'était les mœurs de l'époque, elle apporte la civilisation. Ils ont ça en tête. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça paraît une erreur. Mais à l'époque, c'était l'humanisme qui s'exportait, la technique, le savoir, la science, la santé. Et peut-être que dans les pays que la France a colonisés, peut-être un peu mieux que les autres, on a traité les personnes qui étaient avec humanité. Mais, en tout cas, ce que je ne pense pas, même si c'était une erreur au regard d'aujourd'hui, je ne pense pas une seconde que c'était un crime contre l'humanité, comme l'a dit le président de la République. Alors c'est extraordinaire, effectivement, de pouvoir se permettre de tenir de tels propos. C'est comme si moi je parle de la Shoah en me disant bon qu'à cette époque, effectivement, bon le Troisième Reich gouvernait le monde, donc totalement. Que c'était dans les mœurs de l'époque et que c'était tout à fait normal. Donc ça passe tranquille. Et visiblement, pour ce monsieur, effectivement, ben, l'esclavage, c'était un peu porter la civilisation à des peuples. Oui, on est obligé d'en rire parce que c'est quand même incroyable. Là, on est dans le paradoxe. On est dans le paradoxe, c'est-à-dire que lorsque Fillon dit que les populations nordiques voulaient tout simplement faire prévaloir leur culture et leur idéal civilisationnel vis-à-vis des populations du Sud, c'est étonnant parce que Hitler, il voulait faire la même chose avec la France, mais on l'a mis dehors. Vous voyez, Hitler aussi voulait partager les idéaux, ces idéaux allemands avec la nation française. Exactement, des idéaux radicaux, mais il voulait les partager. Mais oui, mais pourquoi on l'a mis dehors ? Pourquoi on l'a mis dehors ? C'est-à-dire que lorsqu'il est venu, il y avait une supériorité technologique allemande par rapport à le niveau de technologie de la France. Mais pourquoi on l'a mis dehors alors ? Pourquoi on l'a mis dehors ? C'est-à-dire que le français, c'est quelqu'un qui est particulièrement, sur ces sujets-là, un mythomane. Un mythomane. Et pour rappeler... Vous pensez qu'il se ment à lui-même ? Prenons la définition, prenons le temps d'écouter ce que c'est que la définition d'un mythomane. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Sur ces questions-là, il faut qu'on se comprenne. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute spécialisé dans les thérapies brèves. Si vous avez la curiosité de taper le mot mythomanie sur Internet, vous trouverez très peu d'articles sur le sujet. Et dans les faits, la mythomanie est un problème assez difficile à traiter et assez peu connu. Qu'est-ce que c'est que la mythomanie ? La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va plus ou moins croire ses mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, quelles sont les causes de la mythomanie? Ça peut être l'alibi de la manipulation, c'est-à-dire quelqu'un d'assez manipulateur qui va s'inventer une vie, inventer des choses pour pouvoir vous embobiner. Ça peut être une personne qui manque énormément de confiance en elle, qui souffre et qui va à partir de ce moment-là se créer une vie de substitution pour se valoriser, pour se sentir bien, pour se sentir intéressant et se sentir valorisé. Ça peut être lié aussi à des problèmes plus graves, comme la schizophrénie. La personne va vraiment non seulement s'inventer une vie incroyable, mais parfois ça va aller très 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 loin. On me posait la question récemment de savoir comment détecter quelqu'un de mythomane. Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit. Ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction
de choses paradoxales dans le discours de la personne. Est-ce que la personne en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'elle ne se valorise pas un petit peu? Puis éventuellement vérifier derrière ce que la personne vous dit, ne pas le prendre pour argent comptant. Ça, c'est très important. Maintenant, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui souffre de mythomanie? C'est pas évident. C'est pas évident parce que beaucoup de personnes souffrant de mythomanie ne vont pas se considérer comme mythomanes. Soit elles vont avoir l'impression qu'elles disent vraiment la vérité, soit elles vont le faire pour manipuler, pour obtenir des choses, et donc elles vont pas avoir envie de traiter ce problème-là. Soit tout simplement elles vont pas le considérer comme un problème. Alors sur les moyens de traitement, on va dans le cadre de la mythomanie analyser ses causes, analyser pourquoi la personne développe des mensonges et lui apprendre à faire de plus en plus la distinction entre ce qui est de l'ordre de son imaginaire et de la réalité. Donc visiblement, le mythomane déjà vit dans le déni. Très clairement, aurait des tendances un peu schizophrènes, vivrait dans un paradoxe et aurait tendance à se valoriser à outrance. Totalement. Alors, en fait, la chose, c'est qu'un jour, j'ai eu l'occasion de consulter un dictionnaire médical. Et lorsque je suis tombé sur la définition du mythomane, je dis, voilà exactement la position claire de l'historien européen. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est inventé une histoire, une réalité, qui se répète tellement cette réalité, qui finit par croire qu'elle est vraie. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et comme ils ont des moyens médiatiques puissants, ils ont, je dirais, la capacité de convaincre la masse que leur discours repose sur des choses qui sont tangibles, des choses qui sont certifiées et vérifiées. La particularité du mythomane, c'est qu'il ment. Et c'est ça les problèmes de fond. C'est-à-dire le mensonge est évident. Et l'autre chose qui est totalement réelle, c'est qu'il n'y a pas de documentation. Les gens parlent en l'air, ils racontent des histoires, ils sont dans le monde de Fantomas, la reine Blanche-Neige et les 7 nains, à tel point qu'on a l'impression que Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un personnage réel qui a vraiment existé. Vous voyez? La chose, c'est quoi quand on est confronté à ce genre de choses? Il faut voir que le discours historiographique de l'histoire universelle est un monologue. Il n'y a pas véritablement, par exemple, comme aux États-Unis, des départements d'études africaines où on peut confronter les idées, vous voyez, à un certain nombre de points de vue contraires, opposés avec une argumentation. Vous verrez que des gens comme Martin Bernal, qui a écrit Black Athena, vous dit qu'il s'est beaucoup enrichi auprès des historiens noirs qui ne corroboraient pas, qui n'étaient pas du tout d'accord avec les thèses défendues par les historiens blancs américains. Et la chose, c'est qu'il a vu que le discours des historiens noirs était particulièrement technique sur un certain nombre de choses. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'il y a, je dirais, deux énormes phases. On peut dire la phase de l'Antiquité et la phase de l'Afrique impériale. Sur les deux phases, il y a un mensonge éhonté. Par exemple, il y a un des mensonges qui est relativement particulier, et on aura l'occasion de revenir dessus, c'est le fait de dire qu'après l'Égypte antique, après le Soudan, l'Afrique n'a jamais plus construit en pierre taillée. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de châteaux forts en Afrique, il y a des châteaux forts en Éthiopie, il y a des châteaux forts à Zimbabwe, il y a des châteaux forts en Afrique du Sud, on a beaucoup de vestiges, même au Burkina Faso, il y a beaucoup de choses où on voit que l'Afrique a toujours construit en pierre taillée. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et les fouilles archéologiques le démontrent. Donc là, on est dans un discours qui est véritablement un mensonge éhonté. Maintenant, la deuxième chose dans cette affaire-là, c'est de se dire que les Grecs ont inventé des choses, ont été à l'origine de beaucoup d'inventions, de l'écriture, des mathématiques. Or, quand vous regardez les choses dans le fond, c'est totalement faux. Il faut savoir qu'Europe était une femme africaine, parce que son père est né en Afrique. Son père et sa mère sont nés en Afrique. Et le frère d'Europe, qui est Cadmos, c'est lui qui a porté l'écriture en Europe à l'époque où il y avait des Noirs qui vivaient là. Et il y a des études ADN qui ont démontré qu'avant, il y avait des Noirs qui vivaient en Europe, puisque les personnes d'ascendance caucasienne venaient du Caucase, c'est-à-dire de la Russie. Et ils ont envahi l'Europe au milieu du 2e millénaire, au moment où on était en train d'amener cette écriture, donc africaine, en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque j'étais dans une université à Paris, j'étais en train d'expliquer que vous dites
que Cadmos était phénicien, qui n'était pas africain. Le problème, c'est que Cadmos a créé en Europe la cité de Thèbes. Or, en Phénicie, il n'y a pas de cité de Thèbes. Thèbes se trouve en Afrique. Et c'est la cité où il est né. Cadmos est né à Thèbes de l'aveu des historiens grecs. Et c'est pour ça qu'il a créé la ville de Thèbes en Europe. Mais parce qu'il était parti à la recherche de sa sœur, voilà que finalement, ce continent va porter le nom de cette femme noire qu'on dépeint aujourd'hui comme blonde aux yeux bleus, alors qu'Europe n'a jamais été blonde aux yeux bleus. Donc déjà, ne serait-ce que le nom Donc déjà, Europe, quand il dit européen, vous voyez l'affaire, il est totalement dans la dimension africaine. Maintenant, toutes les dimensions, toutes les particularités je dirais, des outils intellectuels grecs venaient d'Afrique. C'est important justement de prendre le temps d'écouter le professeur Obenga là-dessus. On va revenir dessus juste après une petite coupure publicitaire.